Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast Pro-Grain, un podcast qui va parler principalement de la culture de soya conventionnelle, soya IP pour certains comme on pourrait les appeler. C'est notre premier podcast Pro-Grain aujourd'hui. Je m'appelle Alexandre Tessier, je suis accompagné aujourd'hui avec mon collègue Alexandre Baudouin et on reçoit Monsieur Jean-Philippe Buteau de Ferme Régeau. Bienvenue Alex, bienvenue Jean-Philippe. Merci tout le monde d'être là. Jean-Philippe, ça fait comment d'être faire partie de l'histoire des premiers podcasts de Pro-Grain? Faire partie de l'histoire, il est là. Question de détendre l'atmosphère, c'est merveilleux. Merci. Wow. Non, je vais faire du mieux que je peux. C'est parfait ça. On est entre nous. Good. Fait que dans les différents sujets, vous allez voir, on va avoir différents podcasts sur autres qu'on va enregistrer aussi, qu'on va présenter. Dans les premiers sujets qu'on va discuter aujourd'hui, ça va être la performance des produits, le rendement des variétés qu'on va vouloir parler avec toi, Jean-Philippe, sur ta ferme et tout qu'est-ce qui influence aussi tes décisions par rapport à ça. Pour commencer, peut-être nous parler un peu, nous introduire ta ferme, qu'est-ce que vous faites, le nombre d'arcs, nous en parler un peu. La ferme, écoute, initialement, ferme production porcine de naisseurs. Autour de plus ou moins 2200 têtes, mais pas de ça qu'on veut parler. On veut parler plus au niveau des champs, donc autour de 1300 acres en culture, propriété et location, autour de 500 acres de maïs, 150 de blé, puis 650 de soya. De soya IP, exclusivement. Les dernières années, on a arrêté de faire quelques tests parce que là, par rapport aux OGM, mais cette année, je me réserve un 50 acres aux OGM, mais je me concentre sur le soya IP. Okay. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le soya IP à cette grosseur-là? Ou ça a toujours été... Ça a été toujours en constante progression, c'est-à-dire que, ramasser des terres ici et là, des locations, des rachats, Mais il y a une quinzaine d'années, c'était autour de 300. Mais là, ça a monté au fil des années. Le total d'ancrage, par contre, là, au niveau... Comment je m'avais dit ça? Il faut que je relaxe un petit peu. Vous me stressez avec vos questions. Non. Le soya IP, le concept, initialement, mon père, quand on avait 300 acres de soya, on y allait moitié-moitié. Puis, étant donné les fameux ménages de batteuses ou les risques au semis, pour pas arriver, pour pas classer, on s'est dit, on se dirige à 100% dans le soya IP. Vous avez fait le switch au complet pour être sûr de minimiser les risques. Les risques, exactement. Okay. Puis ça, c'est une ferme qui descend des générations, c'est... Oui, mon grand-père, oui. Ton grand-père, Mon grand-père qui est arrivé à Saint-Henri-de-Lévis en 1940. Ça fait déjà un bon bout de temps. Puis le soya IP, c'est ton père qui avait comme enclenché un peu... l'idée de pouvoir en faire, ou c'est toi quand tu avais recommencé à reprendre la ferme? Il y a une vingtaine d'années certains. Moi qui arrive à l'approche de la quarantaine, c'était bientôt. Il y a minimum une vingtaine d'années. Là, c'était anciennement, c'était qui? C'était Simico ou les Engrais Lévis, je me mélange. C'était M. Léon Lajoie qui avait encouragé mon père à essayer parce que Pro-Grain arrivait avec des nattos. Très petit soya, puis avec une excellente prime. Il avait dit, veux-tu essayer ça? Parce que il savait que mon père, il aimait essayer quelques trucs. Il avait déjà fait le front du bulletin des agriculteurs, mais au niveau du canola, on faisait du canola. On essayait quelques trucs pour essayer de diversifier au niveau des rotations. Puis M. Léon Lajoie a dit, essaye ça. Puis là, c'est là qu'on a commencé avec Pro-Grain. Puis, me voilà aujourd'hui. Je suis curieux de savoir, le natto, ça va-tu bien fonctionner? Ou ça a-tu bien fonctionné? C'est sûr, le potentiel de rendement était... dans le temps, on parlait de potentiel de 3/4 de tonne dans le temps. OK. Puis, on s'était rapproché de cela. Là, la prime était très bonne, mais là, on avait continué, mais tu sais, ça commençait. Ouais. Puis, il y avait au niveau logistique, transport, dans ces années-là, étant plus jeune, on n'avait pas de camion, il fallait faire du transport. Ouais. On en faisait, mais à très petite échelle, parce que c'était nouveau, mais c'est ça. OK.
Puis là, vous avez transigé vers d'autres styles de soya IP par la suite parce que vous êtes plus dans le natto, là. Exact, c'est ça. Ben là, tout a évolué également aussi au niveau de la génétique. Les variétés étaient plus adaptées aussi aux régions. C'est ça. Puis aussi, dans ces années-là, ben là, mon père ayant acheté sa batteuse avec un voisin. Là, il y avait au niveau de la logistique, au niveau du travaux à forfait, bien sûr, ça fait en sorte que là, ça change un peu la dynamique au niveau des soyas. Là, les nattos, c'était, dans ces années-là, c'était assez hâtif, me semble. Oui, c'est quand même. C'est un peu plus tardif que du Anna. Là, puis là, on est tombé à faire du forfait de battage de maïs humide pour les vaches. Fait que là, ça tombait un peu en conflit. Fait que c'est là qu'on a arrêté de faire le natto, mais on a continué à faire le soya IP. Avec d'autres variétés, avec du grain comme grosseur. Un petit peu plus tardif pour être capable de garder le forfait. Puis après ça, bien nettoyer la fameuse batteuse après le maïs pour faire notre soya IP par la suite. Juste pour être sûr là, que tout le monde comprenne, en ce moment, les variétés que tu fais sur ta ferme ou la variété que tu fais sur ta ferme, c'est... principalement Anna. Anna, OK. Puis est-ce que vous faites du forfait ou est-ce que vous, en plus de ça, ou est-ce que vous avez-vous tous vos équipements pour faire vous-même semi-battage et ainsi de suite, arrosage? Il y a plusieurs années, on faisait du forfait dans le maïs, mais également dans le soya. OK. Puis on avait un client qui était dans le IP. On lui battait du taurus. Fait que là, on faisait notre maïs, après on nettoyait comme il faut, on battait le nôtre, un peu du sien, puis on restait dans le IP. Ouais. Puis là, vous alliez faire du forfait chez des clients, mais jamais, sur votre ferme, jamais vous avez eu à avoir des forfaiteurs venir faire des travaux sur votre ferme? À partir du moment qu'on a eu notre batteuse, c'est encore en 98, non. OK, fait que ça fait quand même... Mais vous aviez fait du IP avant d'avoir votre propre batteuse? Non. Non, ok. Non. D'où un de mes points. En tout cas, peu importe là. On aura ça soit plus simple quand tu c'est ça, c'est le fameux nettoyage. Puis, parce que les clients chez qui on allait faire du forfait de soya, on a arrêté d'y aller, peu importe les circonstances. Mais force est d'admettre que là, ils en font plus. Pourquoi? Parce qu'après ça, ils ont engagé une autre personne, ils ne classaient plus. Okay. Le fameux soya, le soya qui est taché. Les gars qui continuent à battre, passer 6-7 heures avec le sol, le serein, l'humidité, la rosée. C'est toutes des choses qu'il faut être très alerte puis débarquer de la machine pour valider tout ça. Là, fait que s'ils déclassaient, ça les faisait un peu moins aimer le soya IP. Vu que... Détester le soya IP. Détester le soya IP. Sinon, tu nous parlais un peu que par le passé, tu as déjà fait des comparatifs, tu essayais un peu d'OGM, du non-OGM sur ta ferme. T'es-tu capable de m'expliquer un petit peu les performances que tu voyais entre les deux gammes chez toi? Maintenant, je pense que tu fais seulement du IP, là, fait que un peu ton processus de décision avec un peu les essais que tu as fait à la ferme. Bon, c'est sûr que là, il y a énormément d'éléments dans ta question. Par où commencer? Mais le 50 heures que vous gardez, est-ce que c'est justement pour faire des essais Cette année, on recommence, ça faisait 4 ans. OK. Il y a 4 ans, on en a fait du soya Roundup. Bon, j'ai pas eu une belle expérience. Bon, j'avais des antécédents de sclérotina dans ce champ-là. Puis, on ne savait pas, c'est une nouvelle terre louée. Il y avait des antécédents. Bon, c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de développement au niveau des fongicides, je crois, dans les dernières années. Là, puis, mais il y a, mettons, si je recule de 5 ans, quand je faisais des lectures, le fongicide dans le soya, c'était, me semble, les lectures qu'on faisait ou les recherches disaient que ça se payait pas. Okay. On disait, ça se payait pas le coût du passage, le coût du produit. Souvent, c'était comme un coût, genre un coup de dé, ou tu sais, parce que les autres, ils allaient sur un potentiel de rendement. Mais là, maintenant, le fongicide, c'est pas nécessairement sur un potentiel de rendement, mais tu n'as pas le choix de le mettre, sinon tu n'auras pas de rendement. C'est ça, sinon ça t'enlève du rendement si tu as de la maladie. Exact. Moi, en tout cas, moi je me trompe, ça a évolué au cours des 5 dernières années. Là. Fait que nous, on n'avait pas passé le fongicide. Puis nécessairement aussi, c'est que quelque part au mois de juillet, début août, où il y a 2 plages de fongicide, à un moment donné, nous autres, c'est là qu'on peut. La paix, on va dire ça. Pour au moins dégazer un petit peu, parce qu'avec justement la production porcine, puis les seins de printemps, les arrosages, puis après ça, les récoltes, puis après ça, en vacances de construction, tu te lignes des yeux après, puis t'es rendu au fait. Fait qu'à un moment donné, on voulait... tu veux une pause. On voulait une petite pause, puis le fait que le soya IP serait beaucoup plus tolérant
à maladie, ben, c'est une des raisons pourquoi on voulait emprunter cette voie-là. Puis là, ça serait quoi la raison? Pourquoi tu fais 50 acres de OGM cette année? Faut toujours... Pourquoi? Il met des mots dans la bouche. Regardez, Non, honnête, dans le fond, non, vous voulez être sûr que dans le fond, le rendement... Ben pourquoi? Dans les faits, c'est pas compliqué. C'est que j'ai d'autres chums producteurs qui font pas du tout de seuil IP, qui se demandent pourquoi, moi, le tweet, je fais du seuil IP, à me casser la tête avec des arrosages compliqués, soi-disant. Après ça, avoir des batteurs, tu peux être capable de battre le soir tard parce que là, tu sais, l'arroser. Tout le cassage de tête que dans leur tête, c'est hyper compliqué. Pourquoi je me casse la tête de même? Fait que là, eux autres, ils disent, nous autres, on sort 2 tonnes, nanana, avec des variétés, des variétés tardives. Bon, c'est pour ça que je veux tout corroborer ça sur ma ferme. Parce que moi, il y a 4 ans qu'on a arrêté d'en faire, les résultats, ils n'ont pas été du tout concluants. Bon, il y a eu la maladie, mais je pense que c'est important toujours de se valider, dans le fond. De vérifier, de m'amener pas dire, regarde, oui, puis progrès, non, venez. je veux essayer d'autres choses, d'autres génétiques. Il y a beaucoup d'avancées dans la génétique au niveau du soya, mais également dans le maïs, on le voit, là, surtout avec une année ordinaire de cette année, il y a tellement eu d'eau. On a eu des craintes au niveau du maïs. Donc, c'est jamais il va à la maturité, il a fait frette, puis il n'y a pas eu d'été, tu sais. Fait que là, le maïs s'est rendu à maturité. Une année, la merde, on va se le dire. Donc, tu sais, puis même le soya aussi, ça avance beaucoup. Mais cette année aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est les gars qui me disent qu'ils sortent énormément de rendement, ils somment des variétés un petit peu plus tardives. Puis on a eu un 4 pouces de neige, là. Fait que là, ça fait en sorte que, tu sais, bon, c'est un peu tout au niveau de mes choix. C'est des choix d'entreprise. C'est juste que moi, j'ai choisi cette voie-là, avoir ma fameuse plus-value, ma valeur ajoutée avec mon soya IP. Fait que tu vas plus y aller avec une variété qui va être pour la zone, peut-être un petit peu plus hâtive versus ce que tu je veux essayer ce que mes chums ils essayent, c'est-à-dire aussi, c'est des 0,4, là, des variétés, 2007, 2006. Tu sais, qui disent qu'ils ont un potentiel de rendement d'une tonne 3/4 à 2 tonnes, parce que le soya à 600-700$ la tonne versus, là, mettons, aujourd'hui, 5,80 future récolte. Une nouvelle récolte, 180 kg. Tu sais, là, c'est pas trop long, là, 1,2 tonnes, à 700, 1,2 tonnes versus la prime, bon. C'est pour ça que c'est important de le calculer. Si je suis dans le cochon naisseur autour de 55-60 000 porcelets par année, puis je suis éleveur indépendant, puis si je continue à être encore en vie, c'est à cause qu'on compte tout. Fait que je peux pas compter tout pour mes cochons, puis pas compter rien pour les cultures. Faut être cohérent quand même. C'est pas pire. Mais que ça fait partie de ta décision aussi de faire du soya IP parce que tu connais ta valeur ajoutée, ton rendement économique de plus que tu vas faire à la ferme. Moi, je prétends que j'ai un rendement économique de plus dans ma situation parce que je veux répartir le travail, je veux étaler le travail, le chantier de récolte. Donc, en faisant un soya IP, quand je commence à semer, puis que je vais sélectionner une variété plus hâtive pour être capable de commencer, veut pas, parce qu'on sait que les journées sont plus courtes de battage. Fait que là, j'ai une valeur ajoutée au niveau de la prime, donc ça fait en sorte que je l'ai ma valeur ajoutée. À un moment donné, oui, je pourrais arriver et semer 650 acres de soya tardif, mais on récoltera pas. Moi, j'ai ma batteuse, je récolterai pas ça en 2 jours. Là. Ça, c'est à part les bris qui peuvent arriver. Donc, là, tu disais, ça fait 4 ans que tu fais du soya IP. Là, 4 ans, tu faisais du IP OGM, seulement du soya IP. Oui, exact, avant, tu testais les deux. Oui. Ça a été quoi tes conclusions, justement, OGM? Est-ce que tu semais un peu plus tardif en comparaison avec ton IP? C'est quoi qui en est sorti tes conclusions en termes de rendement entre les deux modèles? Il y a beaucoup de facteurs parce que il y a 4 ans, je faisais beaucoup moins de maïs, on faisait plus de blé. Donc, c'est un petit peu plus long dans ma situation, moi, semer mon blé. Donc, je me ramassais à semer mon soya plus tard. Okay. Donc, en partant, je diminuais mon quand tu veux dire plus tard, c'est plus, t'es rendu fin mai? Non, mais je commençais autour, je sais pas, tout dépendant de la température, du 15, pas avant le 15. Okay. Fait que là, à un moment donné, tu dis, je diminuais énormément mon potentiel de rendement, parce qu'en finissant plus tard, mais peu importe la variété, mais, tu sais, c'est... Pourquoi?
Qu'est-ce qui arrive également aussi, c'est que moi, dans la situation qu'on est, pourquoi j'ai décidé de rester dans l'IP, bon, il y a aussi le fait que je puisse arriver. Je peux faire la même chose dans le Roundup et être capable d'assommer des traits hâtifs. Parce que présentement, c'est ça, j'aime ça. Là, je run à 2 variétés. Un trait hâtif pour être capable d'étaler mes récoltes. Mais si je fais ça dans le Roundup, mais mon plus hâtif, que je veux sommer plus hâtif, j'ai pas de valeur ajoutée. J'ai pas de valeur, tu sais, j'ai... Donc, c'est, tu sais... Tu vas avoir le rendement qui va être associé avec, d'attitude. Je vais avoir ma tonne, parce que j'en veux un plus hâtif. Tu vas réussir à étaler tes récoltes, mais tu n'auras pas mais j'aurais pas la plus-value. Bon, peut-être que si je somme un trait tardif, je pourrais le semer le plus tardif aussi dans le Roundup. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive? Bon, le séchage, bon, tu sais. Il y a plein d'éléments au niveau là, de la livraison, puis ce que vous acceptez ou pas en termes de qualité. Mais je revenais sur le test. Là, dans le fond, tu dis là, tu le refais, tu fais un 50 arcs d'OGM pour être sûr que, tu sais, dans le fond. Ben, parce que tu gardes. Je suis du harcèlement des autres compagnies. Je suis du harcèlement des autres vendeurs. Pourquoi tu l'essayes pas? Ils sont tous meilleurs. Du IP, le potentiel rendement est tout le temps plus bas. Mais tu le faisais pas avant, par exemple. Tu le faisais. Tu l'as fait avant, tu as pris une pause, puis là, tu le refais. Puis les résultats... Oui, mais parce que là, je suis tanné. Je t'ai dit, du harcèlement. Là, je veux le voir, parce que, oui, Gab, mais je vais m'envoyer des photos dans la bataille. Tu sais, la fameuse photo. Wow, regarde ça. Tu sais, la photo, il en sort. Qui se retrouve sur Twitter, puis tout ça. Ben oui, blablabla. Ancrage réel, balance, tonnage réel. Pas un coin. C'est drôle, ça, on le voit jamais. C'est drôle, ça, on le voit jamais, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Comme si mais là, tu l'as fait l'année passée, ça, c'était 50 arcs-là? Non, ou c'est à 2024, tu recommences? Ouais, exact. Okay. Mais dans le passé, quand tu le faisais, tu voyais-tu une différence notable? Non, c'est exactement pourquoi j'avais arrêté de le faire. Parce que tu disais, genre, ça donne à rien. Je voyais pas. Puis là, bon, en faisant ce test-là, c'est un peu plate parce que là, bon, lui, en partant, pour le semer, ben là, si j'attends de semer après, moi, il peut pour pas contaminer le semoir. Fait que là, les gars, les vendeurs, ils disent, ben là, tu te donnes pas de chance, tu sommes trop tard. T'as pipé T'as pipé déjà. Là. Ben là, c'est ça. Je dis, ben, gars, c'est vous quoi, cette année 50 arcs? Puis, au pire, je le sème en premier. Puis, au pire, je m'arrangerai, puis je semerai un champ de blé après, avec le même semoir. Je semerai un champ de blé, avec le semoir va se nettoyer, puis après ça, pour, tu sais, lui donner de la corde, puis pour me le prouver à moi-même aussi, que peut-être je me trompe. Puis peut-être c'est la dernière année qu'on fait du ensemble. Non, mais tu sais, je penserais pas, mais bon, tu sais, au moins... Je pense qu'on a des produits qui performent quand même. Oui, non, mais exact, c'est ça, mais tu sais, bon... à un moment donné, pour me le prouver aussi à un moment, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça devient redondant, là. Quand on parle de performance des variétés, qu'est-ce qui t'aide à faire ton choix? Est-ce que tu vas te référer plus à ton représentant? Est-ce que tu vas te fier plus un peu aux essais que tu as faits à la ferme, les différents essais publics? Qu'est-ce qui va t'aider à faire tes différents choix à la ferme? La prime! Ouais, pour le seuil IP, mais versus... Non, mais si on est plus intelligent un peu là, pour la question, c'est vraiment bon. Comme il y a quelques années, j'avais essayé justement le Maya qui était plus hâtif. Je veux commencer, comme j'ai mentionné tantôt. Puis bon, pourquoi je fais du Anna avant, je faisais du Chorus. Bon, le Chorus est discontinué, oui, en tout cas. On n'en fait plus. Bon, j'aurais pu faire du Taurus. Bon, j'avais déjà eu quelques aspects négatifs avec ce soya-là que j'aimais moins. Là est arrivé le Anna sur le marché qui était quand même assez performant. Donc, la réponse à la question, pourquoi tu choisis cela? Moi, c'est au niveau là, de la maturité. Okay. Puis pour être capable de continuer. Parce que vous ne voyez pas, qu'est-ce qui arrive? C'est aussi quand on arrive, mettons, Maya l'autre année, c'était quoi? Je sème 150 arcs, beaucoup plus tôt. Fait d'autres choses. Après ça, je semais mon Anna. Mais quand on somme du Anna, je suis comme 400 ou 450 arcs. À 100 ou 125, tout dépendait des journées, s'ils finissent ou pas. Là. Des fois, ça va vite. Tu sommes ton Anna 400 arcs d'un bloc. Mais il vient près d'un bloc. Là. Fait, à un moment donné, c'est un peu ça, là, essayer de répartir, mais pas avoir trop du tardif. Puis aussi, le fait, dans la livraison, ça prend des silos. Là, je n'ai deux, ça prend des silos différents dans mon cas, parce que j'ai deux variétés. Fait qu'il y a aussi cet effet-là, qu'on ne peut pas mélanger les soya pour que vous soyez capable de le traiter pour chacun des clients. T'sais. Il y a une gymnastique reliée à ça aussi. Là. Puis
Puis dans ton choix de variété, tu parlais, c'est surtout maturité, performance. Y a-tu d'autres éléments qui rentrent en jeu dans ton processus décisionnel? C'est il y a des variétés qui restent plus trapues. Surtout parce que il y a des champs de semi-direct. La variété qui reste plus trapue qu'on va implanter en semi-direct, puis tu tombes avec une année mouilleuse, ça qui demeure très trapu, vient difficile à ramasser. Bon. Ça rentre un peu en ligne de compte, mais règle générale, là, c'est vraiment au niveau là, des jours. Là, comme moi, des fois, c'est du 2005-2006 autour du ANA, à peu près. 2005-75. Bon, tu sais, au niveau de ma région, je vais pas réservé, je vais conservateur. Je vais conservateur parce que vu que je suis dans le cochon, faut que je m'assure que d'être capable de le récolter puis à bonne qualité, là, tu sais. Gambler, on peut en gambler un peu, au pire je vais gambler un peu plus sur le maïs, mais le soya, c'est quand même une majeure partie de mes récoltes, puis je veux pas gambler avec ça. Ouais. Bon, c'est comme à la bourse quand on ferme des bris, on vise pas le coup de circuit, mais je vise essayer l'étaler dans le temps. L'étaler dans le temps, au moins pour que, au fil des années, je pense que je suis gagnant, mais bon, ça c'est mon opinion. J'ai pas la vérité absolue. Est-ce que vous regardez beaucoup les essais du RGCQ, des essais, mettons, privés, mais alentour de votre ferme, que les représentants peuvent vous donner? Tu sais, c'est pour vous baser sur le choix, là, mettons, on reste dans le seuil IP, là, c'est quoi qui va être le plus fort, mettons, au niveau de votre prise de décision? Mais quand le RGCQ, oui, c'est pertinent. Bon, aller voir des champs, là, tu sais, y a-tu de quoi de plus... Non, mais que le rep amène ouais. des parcelles, mettons, puis disent, hey, dans ton coin, j'ai telle variété qui a vraiment bien fait. Les pancartes, là, au mois d'août, septembre, waouh, les beaux champs. Mais dans les faits, à partir du moment que tu as une bataille, tu rentres d'un champ, tu sais, le champ, il est beau, il est vert. Mais ça veut rien dire dans le soya, là, tu sais. Ça veut absolument rien dire, là. Puis pour en avoir marché, en tout cas, c'est encore mon opinion, tu sais, des fois, bon, les entre-deux, ouais. Les gousses, le nombre de grains par gousse, puis maintenant, ce que je pense que les compagnies travaillent fort, c'est la grosseur du grain dans la gousse aussi, qui va faire en sorte pour aller chercher plus de rendement encore. Fait que là, regardez, allez voir des parcelles. Ah, il est beau. Ouais, mais moi, je suis plus au moment où c'est récolté et tout ça, puis qu'on t'amène des résultats. Tu sais, ça a du poids dans ta prise de décision? Ou ce que je sens, c'est que t'aimes plus que ça soit sur ta ferme, de dire je vais me le prouver à moi-même sur mes terres à moi. C'est ça, parce qu'il y a des résultats. Regarde, là, j'ai cette variété-là, waouh, ça a sorti tant à balance. Oui, bon, c'est bien. Ça va piquer ta curiosité, mais ça te fera pas changer. Mais là, tu l'as tout viré, là, on va l'essayer. T'as besoin de te convaincre toi-même, tu le vois être dans la batteuse. C'est sûr qu'à GCQ, on a des beaux comparables. Là, on le voit, sinon, qui pique à 110, 115. Là, tu te dis, il y a de quoi qui vient de sortir, qui est nouveau, qui est pertinent. Bon, la fameuse tolérance à la maladie également, que là, moi, c'est un des éléments aussi, en faisant du IP, déjà là, avec le ANA, j'ai vu une grosse différence. Qui était hyper tolérant, que cette année, 6 personnes qui en a dans le Roundup, s'ils ne traitaient pas, là, c'est des cas de catastrophe. Là. C'était pas très élégant. Avec l'année de pluie qu'on a eu plus de maladies. C'est ça, il y a eu énormément de maladies. Puis, je n'ai pas traité de soya, moi, là, cette année, là, au niveau du fongicide. Là, puis, j'ai pas eu de sclérote. Là. J'en ai pas eu. C'est pas vrai. J'en ai eu, mais pas assez. Pas à la même échelle que d'autres. Pas assez pour dire que j'aurais une perte de rendement que ça soit qui justifie le passage du fongicide, que ce soit 1 ou 2 passages. Là, tu parlais que tu avais ta propre batteuse. Est-ce que c'est un élément aussi... est-ce que tu juges une variété par sa facilité de battage? As-tu des préférences de hauteur de plant, autres, qui vont être plus difficiles? Le plant, il est plus haut, c'est sûr. C'est toujours plus le fun, là, mais bon... règle générale, c'est du soya, ça se ressemble pas mal tout. Là. À part quand ça pousse en orgueil, parce qu'il y a eu bien du fumier, bon... mais... Donc, c'est sûr qu'avant, le chorus était plus trapu. Ouais, puis on le semait en direct. Là, j'ai eu quelques crises de nerfs de mon paternel, là. Mais bon, c'est pour ça qu'on avait essayé le Taurus qui venait beaucoup plus haut, mais bon, avait autre défaut qu'on n'a pas. Finalement, on a décidé d'arrêter ça. Mais moi, avec le ANA présentement, puis sûrement ils vont sortir d'autres variétés
Moi, pour l'instant, moi, ça me satisfait très bien. Pour l'instant. Mais je vais voir avec mes résultats de la prochaine année au niveau du Soya Roundup. Là. On a toujours des bonnes performances avec le Hana aussi. Là. C'est sûr qu'il va toujours avoir de la nouveauté dans le futur pour garder ce potentiel de rendement-là. Mais on est encore en bonne main avec du Hana. Puis ça va toujours être une bataille aussi entre les compagnies qui produisent du soya non OGM de performer pour pas que la prime soit tout le temps un élément compensatoire pour la perte de rendement. Parce qu'on le sait très bien qu'un producteur veut avoir du rendement aussi. Pas juste dire « Ah oui, mais le rendement économique est bon. » Es-tu en train de m'avouer là que il y a moins de rendement dans le IP que non, au contraire, en fait, c'est qu'on dit, tu sais, les variétés, quand on les développe dans notre centre de recherche, qu'on fasse des tests commerciaux, qu'on fasse des tests à l'interne, on met toujours des checks aussi contre le OGM pour voir, on se compare comment. T'sais. Parce que ça donne rien de rentrer avec une variété, puis on le voit chez nos compétiteurs ou de voir l'uptake que ça peut avoir dans le marché, d'avoir une variété qui va avoir un rendement complètement médiocre, mais que la prime elle va être à des sommets incroyables. Le producteur n'a pas nécessairement le goût d'y aller parce qu'il se dit, tu sais, dans mon champ, j'ai le goût de sortir quand même quelque chose. J'ai pas le goût de sortir 3/4 de tonne à l'acre ou une demi-tonne à l'acre. Ben, comme un peu, on avait regardé pour le fameux Black. Ouais. Le Black est très belle. Je dis, je peux-tu essayer ça dans mon coin? Je trouvais ça pas pire. Du soya noir. J'étais je pourrais mettre ça. Moi, j'étais énervé. Je fais ça, je mets ça sur le long de la grande route. Du soya noir et un plant d'une autre couleur. Un peu, ben, c'est les gousses qui sont un peu différentes. Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'ai entendu, bon, là, tu sais, à très petite échelle. En tout cas, ça, Charles m'avait mentionné qu'il avait essayé dans son jardin. Il m'avait emmené ça, là, mais là. Mais là, d'en faire trop, en tout cas. Mais tu sais, ça, ce n'est une variété qui a peut-être un petit peu moins de rendement que la moyenne. La prime va être faite en conséquence. La prime est écœurante. C'est un peu comme du natto, comme tu disais tantôt. Quand tu disais la prime est. Mais tu sais, ça, c'est pas la grande majorité des producteurs qui veulent se lancer là-dedans parce que justement, il y a un genre de fierté aussi de vous dire, hey, j'ai sorti une bonne récolte là, de mon champ. Ouais, mais c'est tout le temps ce qui reste en bout de ligne. Là. Oui, mais le perceptuel est quand même... On le voit de plus en plus, est important. Puis tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, tu sais, tes voisins ou la pression... La pression sociale que tu sens, tu sais. Souvent, c'est ça, c'est de dire « Ah, mais je compte pas, mais je suis content parce que je le vois dans la batteuse, il y a de l'air à avoir du stock, tu sais. » Mais si tu fais le calcul à la fin de la journée, peut-être que t'es pas nécessairement gagnant. Mais le perceptuel a joué ce qu'il avait besoin de jouer, c'est... J'ai sorti du stock, tu sais. Je me fais juger, parce qu'ils sont tous convaincus que... C'est ça, mais ils sont tous convaincus ils font-tu le calcul, que c'est là je suis dans l'une. Ouais, bon, c'est ça. Peut-être, là, mais c'est bon. Écoute, j'ai une tête de cochon. Fait que, non. Mais c'est pour ça que c'est important, régulièrement, de laisser me revalider. Là, puis aussi, au niveau, bon, il y a pas inégalement un rendement, les coûts de désherbage, les passages... On est passé dans un champ, bon, fongicide, il n'y a pas un élément, il n'y a pas uniquement le rendement. Là. Absolument. Fait que toute ta réponse aux gens qui disent hey, faire du OGM, c'est plus. Il y a plus de rendement que du non-OGM, ta réponse c'est de faire une mini parcelle sur tes terres à toi pour te prouver à toi puis aux autres qui te font du harcèlement. Que, 100%. Ouais. Par contre, quelqu'un qui va faire un IP puis qui se fait déclasser par le classificateur parce que, il y a du Roundup dedans, il livre ça avec du maïs, ou bon, il est taché bien raide. À un moment donné, là, c'est sûr que ça effarouche en chien. Ça effarouche, ça veut dire ça. Wow, toi là, bon, ben du chiolage tout le temps. Ouais. C'est quoi? Bon, c'est beaucoup ça aussi, là. Ouais. C'est sûr et certain, ça. Vous me le direz pas, mais c'est sûr qu'il y a des années, là, on arrive avec des automnes mouilleuses, que l'autre année, au mois d'octobre, 10 jours de beau temps. Ça y est, il se tient, il descend pas en bas de 15 ou il reste à 17, 18, c'est une mid raide. C'est là que ça peut devient être compliqué. des automnes un peu plus difficiles. Ben, c'est ça, l'automne. Donc, puis plus que tu pousses ta loc, plus que tu étires, plus que tu prends une variété tardive, plus que tu gères du risque. Ouais. Plus que tu risques de te tirer dans le pied. C'est ça, plus que ta fenêtre de beau temps pour récolter, elle s'en va, là. Puis aussi par rapport à la date de semis. Ouais. C'est un peu, tu sais, c'est... Par rapport, moi, à ma ferme, par rapport à moi, ce que je veux faire, je pense avoir trouvé chaussure un bon pied. spot. Mais bon, tu sais,
Je sais pas quoi dire de plus par rapport à cela. Là. Mais sinon, qu'est-ce qui pourrait... sinon, si on y va un peu plus, tes pratiques culturelles sur la ferme, dans ta façon d'aller chercher le plus rendement possible dans les différents champs. Est-ce que tu as des pratiques culturelles? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour t'aider dans la performance des variétés, dans le contrôle des mauvaises herbes? Parce que tu as trouvé la bonne variété avec la bonne maturité, mais tu as d'autres choses que tu dis, hey, ça, on a identifié ça comme facteur clé de succès pour optimiser le rendement. On est constamment en test. OK. Écoute. Quel genre de test, mettons? Comme quoi, là, l'année passée? L'année passée, on avait quelques champs, pas beaucoup d'acres, 50 ou 75 acres, qu'il fallait que je fasse soya sur soya. Bon, on sait que le soya va prélever énormément de potasse au champ. Ouais. Fait que là, bon, je m'étais fait suggérer de peut-être d'arriver puis en pré-semi, arriver puis faire une application. Bon, c'est bon, c'est pas bon, la potasse n'est pas disponible sur le champ. Bon, on le fait pour que par la suite, dans la rotation, on en revienne, ça puisse aider. Bon, il y a eu ça. Bon, le blé avant, on faisait plus 400 acres de blé. Je faisais beaucoup moins de maïs, 400, 500 acres de blé. Puis là, on récoltait toute la paille. Bon. On récoltait toute la paille. Par contre, la mode, moi, dans mon coin, c'est de récolter la paille, mais avec la table automatique de soya. Fait qu'ils récoltent toute la paille. OK, quasiment à terre. Ils vont C'est mettre ça, la exact. table à terre. La table à terre pour récolter toute la paille, parce que, bon, il y a un marché, puis bon, c'est comme ça dans la région. Bon, je dis pas que tout le monde fait ça, mais moi, dans le fond, quand je fais mon blé, ben on récolte, mais je récolte plus haut pour en laisser. J'en ramasse la paille aussi, ben, je n'ai besoin un petit peu au niveau de, mettons, des camions ou quoi que ce soit, là. Puis, parce que j'ai quelques clients de paille, mais j'essaye d'en laisser le plus au champ, le plus possible, parce que la potasse a une grosse influence. Bon, bien sûr, le chôlage, bon. C'est sûr que moi, mon agronome, bon, mettre du fumier dans le soya, des fois, c'est une pratique qui est à la mode dans le coin parce qu'il y a beaucoup de fumier. Bon, des fois, le soya a tendance à pousser des fois plus en orgueil un peu, mais plus facile à récolter, bon, mais plus de risque de maladie. Mais avec ce qui se passe au niveau dans le domaine du porc au Québec, ben là, il y a de moins en moins de fumier. Fait que je pense qu'il va y avoir moins en moins de soya qu'il va y avoir de fumier. Parce qu'il n'y a plus de fumier. Là. Après, il n'y en a plus ou beaucoup moins, mettons. Les autres choses qui peuvent être faites, bon, il y en aurait probablement plein d'autres. Là. Bon, je parle pas de nivelage, de drainage ici et ça, parce que le soya, l'eau... Mais si tu y vas un peu plus niveau rotation, c'est quoi ta rotation typique avec du soya IP? C'est la raison, ta question, dans le fond, c'est la raison pourquoi on s'est mis à faire plus de maïs, pour être capable de repasser en poste levé dans le maïs, pour couper, pour briser, dans le fond, les cycles de mauvaises herbes. Parce que j'avais c'est quoi, dans le fond, l'herbe à poux, bardane qui ressortait après, parce qu'on passe en prélevé. Dans les IP, on passe en prélevé, puis on repassait par la suite de certains champs, des fois avec un antigraminé, puis... Ou qu'il y avait des échappées. Ou des échappées, exact, tu sais. Mais là, en faisant moins de maïs, ben là, il y a des champs, j'étais soya blé. Mais blé, tu ne repasses pas en poste levé. Ben, tu repasses, mais avec des produits, bon, pour le blé, mais qui font en sorte que, tu sais, bon, l'herbe à poux, les bardanes, tu sais, des mauvaises herbes, des feuilles larges, là, la stépiade, c'est des affaires que là, ben, je me suis ramassé avec des champs qui étaient plus durs à contrôler. Donc, en passant dans le maïs, en poste levé, ben là, ça permet de... je vois depuis 2-3 ans que je fais plus de maïs, que je vois que j'ai réussi à nettoyer énormément mes champs. C'est un peu la raison pourquoi je me suis mis à faire plus de maïs. Là. Fait que tu essaies de toujours faire du soya IP après ton maïs, normalement? Exact. Okay. Exact, oui. J'y vais plus comme c'est là. Ben, pour les dernières années, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se leurrer et tout. Le soya, la rentabilité est meilleure que le blé, surtout avec l'année de blé bizarre qu'on a eu, on va dire. Fait que, tu sais, fait que là, comme c'est là, ben, étant donné aussi que j'ai besoin de plus de maïs au niveau pour ma moulée pour les animaux, fait que là, je vais y aller, mettons, blé, maïs égale à mes encages de soya. Okay. Puis par la suite, ben là, je vais y aller, je vais mettre mon blé dans mes champs de soya l'année suivante ou les places que je veux travailler le terrain pour faire des améliorations.
Fait que grosso modo, c'est ça. Maïs, soya, puis blé va vraiment plus servir pour le nivelage ou tout. C'est ça. Mais tout souvent, mon soya va égaler mon maïs blé. Là. Puis dans tes essais, je pense que tu as déjà fait souvent des essais avec semi-direct, travail conventionnel ou travail réduit. Normalement, quand tu reviens après du maïs dans le soya IP, quel système de travail du sol t'a donné des meilleurs résultats ou qu'est-ce qui marche le mieux chez vous pour C'était dans les années qu'on était plus au niveau du chorus. Le chorus, on se semait au 7 pouces, 7 pouces et demi. Puis on était en direct, c'est retour de maïs. Soya beaucoup plus trapu, plus court, mais rendu dans la batteuse avec un retour de blé consommé en direct ou même MRC. Bon, le beau, ça, il est beau, là, il est haut. Il n'y a pas une goutte de plus de rendement dans le champ. Là. Les entre-nœuds étaient plus courts, c'est juste qu'il est plus dur à récolter. Forcé d'admettre que c'est un élément très important parce qu'il est plus dur à récolter, il y a peut-être un peu plus de pertes vu qu'il reste plus court, mais bon. On en fait encore dans les terres plus secs qui sont vraiment bien nivelées, bien élevées. Ouais, c'est ça, la structure est bonne. Mais c'est sûr qu'en faisant un petit peu plus de conventionnel, comme sur les retours de maïs, parce que le maïs ne veut pas les rendements qui s'améliorent de beaucoup, là, depuis, comme on disait, les dernières années, que moi je trouve qu'il y a eu. Parce qu'on avait arrêté d'en faire totalement il y a 5-6 ans du maïs. Pourquoi? Parce que là, bon. Dans la région, là, on voulait au moins aller chercher 3 tonnes minimum. Puis, bon, les prix étaient ce qu'ils sont. Puis là, on avait des fois de la misère sur une moyenne de 400 acres d'aller chercher vraiment pour avoir notre coût de production. Donc, on avait arrêté. Puis, voyons, je m'en vais où avec ça, moi? Non, mais mettons là. Aide-moi, là. Reviens, oui, hein? Pourquoi je disais ça, là? J'ai un blanc de mémoire. On parlait quel travail du sol marche le mieux chez vous. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Puis, dans les faits, là, vu que les rendements sont améliorés, il y a des champs qu'on a récoltés l'an passé, puis ça donnait quasiment 4 tonnes et quart, ou même 4 tonnes et demi dans certains coins. Mais ça fait quoi? Ça fait énormément de résidus au sol. Ça fait en sorte que quand tu arrives en semi-direct l'année suivante, tu as beaucoup de résidus au sol. Là, le réchauffement du sol, c'est plus long avant que le soya il réussisse à sortir. Puis parce que bon, j'ai pas des tasses résidus lamoureux en avant de mes semoirs. Tu sais, qu'est-ce qu'on voit là, pour vraiment réchauffer le sol. C'est pour ça que là, on s'est mis à travailler le sol quand on peut à l'automne, en travail léger. Travail réduit pour être au printemps arrivé puis passer un petit coup de ressage pour être capable de semer en conventionnel le soya pour que la terre se réchauffe plus rapidement. Là, c'est là que je m'en allais. Yes! On s'est rendu. Tu l'as eu. Ouais. Tu dirais, c'est quoi, 50-50? Tu fais 50 avec ton travail du sol, 50 semi-direct? Parce que dans mes... En tout cas, pas que j'ai beaucoup de sol lourd, mais j'ai plus de sol lourd que de sol léger ou de terre noire. Puis dans les sols lourds, c'est sûr que la levée, des fois, quand on se ramasse que des fois, il se mettrait à mouiller beaucoup. Là, il ne faut pas faire de croûte de battance non plus. Puis de l'autre côté, quand c'est hyper sec, mais là, fait que dans les sols lourds, c'est plus dur au niveau du semi-direct. Là. Bon, quelqu'un va me dire, voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Si tu te mets à déchaumer un sol lourd, ben là, tu l'assèches encore plus. Mais c'est parce que là, il faut que tu renchausses ta graine et toi en semi-direct dans un sol lourd. Puis des fois, ben là, tu sais, les sillons ouverts. Quand c'est vraiment de la grosse glace, exact, puis c'est ça vient ça, un peu plus là, du si on béton ferme du pas, ciment. Puis là, tu passes en prélevé, ben là, tu viens attaquer ta semence si... Puis toi, chez vous, en termes de performance, vois-tu une différence de rendement entre ton semi-direct et ton travail du sol ou ça s'équivaut? Je suis obligé de répondre. Je sais pas si ça me tente. Ben, dans les derniers tests que j'ai faits, j'ai vu une meilleure... il décolle plus vite. OK. En travail du sol. En travail de sol. Le sol est plus chaud. Quand même de beaucoup. Fait que quand on se ramasse avec, mettons, une shot de 2 semaines depuis, début juin, s'il est sorti de terre, en cause c'est en travail conventionnel, là, t'es comme baqué. Mais s'il y a encore la tête dans le trou qui est caché, là, pendant dans 2 semaines, là t'es dans la marde. Fait que c'est un peu ça qui fait en sorte que ça me fait hésiter, tu sais. Fait que des printemps un peu plus froids, plus avec beaucoup de pluie, tu vas peut-être voir meilleure émergence, puis au final, ça va peut-être aider justement sur le rendement à la fin de l'année. En tout cas, c'est une perception que je sais pas si je vois du rêve ou quoi que ce soit, mais un coup qui, comme le fameux le Maya qu'on avait essayé, le Maya,
il sortait tabarouette. Puis on voyait une grosse différence cette année. Il avait sorti, puis on voyait une différence en quelques jours de quasiment 3-4 pouces. Quand on va à la récolte, ben, finalement, ben, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence de rendement du tout. Mais en tout cas, ça donne une certaine sécurité quand il sort de terre. Tu l'as vu. Ouais. Parce que j'en ai eu dans des champs aussi qu'on a créé une croûte de battance parce qu'on a fait un travail conventionnel. Peut-être, un opérateur aurait un peu trop pulvérisé le sol. Le soya, lui, quand il déplie, là, il est resté dans la terre. Ah ouais. On fait tous nos tests selon nos types de sol. Des fois, c'est des tests on veut pas parler, hein? Mais je prétends encore qu'il faut faire des tests. Continuer d'en faire. Puis, oui. Tu dis que nécessairement, des fois, même si une variété va émerger plus vite, au bout de la ligne, elle peut avoir le même rendement, peu importe le système chez toi. Niveau contrôle de mauvaises herbes, semi-direct, travail conventionnel, as-tu vu une différence par rapport à ça ou pas nécessairement? C'est sûr que le semi-direct, des fois, le contrôle de mauvaises herbes, en soya IP, c'est un défi majeur. Il y en a même qui ont écrit dans des articles que c'était très majeur et ils ne voulaient plus en faire. Je comprends. On l'a vécu. C'est sûr qu'en brassant la terre au printemps, ben on en tue. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est quoi, il y a 2 ans, nous? On s'est ramassé qu'on a semé très tôt, on a arrosé en prélevé, mais il n'avait pas fait si chaud que ça, fait que la graine dans le sol n'avait pas commencé à germer, puis on a qui ont repopé, on fait casser, c'est ça. Fait que là, les gars d'herbicide, t'as arrosé trop tôt, tu sais, c'est un peu une année qui mouille trop. T'as lessivé ton produit, mais une année qui mouille pas, il a manqué d'eau. Tu sais, c'est la réponse, ils ont tout le temps la réponse à tout. Fait que bon, c'est un peu tout ça. Fait que, tu sais, le désherbage, c'est le plus grand défi. Elle est obligée de passer à l'automne avec du Redlone, du Roundup, dans le fond. En défoliation. Il va y avoir des rampes de 100 pieds, dans mon cas, ou 120 pieds. Les 2 traces qui t'écrasent à terre, dans le soya, dans un beau champ. C'est dur sur le moral. Bon, de dire que je n'ai jamais fait du pré-battage, si on veut. Là. Oui, on en a fait dans des champs qu'on l'a échappé. Mais je prétends qu'il faut voir ça sur l'ensemble là, de la récolte, sur l'ensemble des ancrages, puis sur l'ensemble du tonnage versus les ancrages. Avoir vraiment ton tonnage pesé et non oui, réel. Ouais, tu l'as vu pas la photo Twitter. Non. La photo de la batteuse. J'ai un pic. Une affaire qu'on voulait discuter aussi, c'était les changements climatiques. T'sais, dans le fond, toi, est-ce que à ta ferme, est-ce que tu vois des impacts sur le rendement ou sur tes pratiques culturelles ou quoi que ce soit? Changement climatique. Non, mais vas-y un peu, tu sais, simple. C'est un coup de cochon, ça. C'est quoi? C'est quoi qu'il faut dire, là? Non, on a des années plus sèches. Je suis content de payer 8 cents de plus mon propane, le carbone. En tout cas, starte-moi pas, là. Bon, qu'est-ce que je vois? Restons sérieux. Ça a-tu changé de quoi? Ou tu vois-tu que ça va changer de quoi dans ta rotation, ta façon de faire, dans ton choix de variété? C'est sûr que les printemps, des fois, en tout cas, c'est sûr que j'ai pas un âge vénérable de, je sais pas, 65, 70, avoir vécu, mettons, je sais pas, 40 chantiers de semis. Ouais. 40 ou 50 chantiers de semis. Bon, j'arrive à la quarantaine, j'en ai, 13-14 ans, donc quoi, 27, 28 chantiers de semis, avec mon père étant gamin, il fait beau. Bon, qu'est-ce que je réponds à ça? Des printemps, on dirait, ça a tendance à vouloir changer un petit peu. Des fois, bon, c'est comme l'autre année, là, la fonte, là, je pense fin mars, il n'y avait plus de neige. Là, ouais. On a semé le blé très rapidement, comme à mi-avril. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais on a semé le maïs, pareil, quasiment début mai, parce que bon, il y a eu une période de frette, puis bon, les changements climatiques, c'est sûr qu'on voit, on dirait que l'été s'étire est peut-être déporté un petit peu. Ça, je pensais, mais octobre, quoi, il y a 2 ans, il y a eu 10 jours de beau temps, sur tout le mois, bon, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Mais pour l'instant, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ben, en tout cas, non.
Non, oublie ça. Ah non, changement climatique. T'as pas tombé sur le bon gars aujourd'hui, tu pas tout. Non, mais en fait, Ben c'est pas, désolé, c'est là. pas de Ah, débattre sur y a-t-il des changements ouais. climatiques ou pas, c'est de savoir est-ce que vous y avez pensé, puis si oui, ça a-tu changé de quoi dans vos pratiques, dans le fond? Ça a pas l'air. Non. Ça a pas l'air. Non, parce que cette année, encore avec l'année plate qu'on a eue au niveau de la pluie, Ouais. j'avais à la chienne, pareil, de la gelée qui arriverait pour mon maïs. Là. Ouais. Tu sais, tu dis, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? Là? T'es pas capable d'être dehors au mois d'août. T'es capable d'être dehors autour du feu. Hey, calme, ça laine. Hey, fait frais, coudonc, ça va-tu, tu sais, la lune, hein? Tu sais, les grands-mères, hey, la lune, hey, ça va geler, la lune. Bon, mais tu sais. Fait que là, tu sais, bon. Mais que ça n'a pas tant compliqué ton semis ou tes récoltes, tandis que tu réussis à quand même bien te. Ben, c'est pas une question de t'adapter, changement climatique, de que ça soit compliqué pour récolter. C'est juste mon une soya. saison différente versus C'est une autre. C'est une Ouais, c'est saison ça. parce que, cette année, tu sais, c'est une année spéciale, c'est une année exceptionnelle. À tous les ans, c'est tout le temps une année exceptionnelle. Il y a tout le temps de quoi qui arrive. Fait que le année, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule avec ça parce que les chums, ils disent, on sait bien, vous autres, les agriculteurs, vous êtes tout le temps en train de chialer sur la température. Fait que là, bon. Ouais, mais ça gère pas mal la vie. Ça fait partie du quotidien. C'est quand ça, même. exact, C'est ça, exact. Faut s'adapter, Ça tu reste sais. quand même Ouais, un bon exact, sujet, exact. un bon sujet avec ça. Fait que là, le changement climatique, c'est fini. Là. Je veux plus parler de ça. Ça me tente pas tout. Good. Mais je pense que ça fait pas mal le tour de Ouais, ce qu'on absolument. voulait discuter avec toi, Jean-Philippe, aujourd'hui. Encore Yes. merci pour. Ouais, ça a bien été, pour- ça a bien été. On ta souhaite, présence. on souhaite que ça aille bien en 2024. On te souhaite Oui. une belle saison, stable, une belle fenêtre d'opportunité pour semer. Ouais, tu vis-tu dans le rêve, toi? Ouais. Ben, Ouais. il va y avoir un défi. On ne sait pas c'est il est où sûr. encore. Ouais, mais- c'est ça, sûr. Puis on te laisserait le mot de la fin. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024? Et c'est Monac. Qu'est-ce que je souhaite 2024? Partir dans le sud avec des enfants. Si on reste dans le sujet. là. Non, si on reste dans le sujet, qu'est-ce que je souhaite 2024? Ben, je souhaite. Et c'est Monac par rapport au soya. Par rapport à ça, par rapport à ta ferme ou. Bon, par rapport à ma femme, je souhaite que le prix du porc parte sur l'autre bord, de un. De deux, par rapport au soya, ben là, écoute, qu'est-ce que je peux dire? Prograin a travaillé énormément pour augmenter les primes et je ne suis pas payé pour dire cela. On a monté beaucoup les primes, mais Monsieur Letourneau, je pense qu'il y a encore place à amélioration. Non, mais franchement, non. Et j'espère avoir des réponses à mes questions. Que tes tests soient concluants, dans le J'espère fond. avoir des concluants, que ça soit d'un bord ou de l'autre. J'espère d'être. Je veux pas me faire dire, ou parce que je vais le faire à l'aide de mon agronome et des conseillers, mais je veux faire de quoi le plus objectif possible. Parce que si c'est mieux, si l'autre c'est mieux, ben je vais refaire un autre test l'année prochaine, je ne reverrai pas tout à l'envers. Pour avoir au moins 2 ou 3 ans de résultats, comme on fait des tests dans le maïs au niveau des quantités d'azote qu'on met. Mais j'espère juste qu'au moins je puisse me prouver à moi-même que j'ai raison. Ouais. C'est juste ça. Si c'est bon, ben, tu vas pouvoir te promener et te niaiser tes chums, mettre la pression de Ah l'autre ouais, mais côté. écoute, moi on met des pancartes, ils vont venir là. Ils vont venir là. Ouais, c'est bon ça. Ben, on fera peut-être un prochain podcast Ouais, avec c'est tes ça. résultats. Avec Oh, les ouais, résultats, mais ça serait on bon. va les Comment inviter, ça- on on les va- invitera, exactement. Qu'est-ce qu'on va dire encore? C'est bon. Mais merci encore pour ta présence puis avoir brisé la glace de notre premier podcast. Ouais, c'est très C'est cool. Très apprécié. Ouais. Puis Il est on va chaud. puis on va sûrement se retrouver pour des prochains podcasts. Absolument. Merci. Merci.